Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre donc pour cette webconférence, les clés du télétravailleur efficace et serein. Je suis Caroline Sider et je suis accompagnée de Stéphanie Chambon, notre experte. Bonjour Stéphanie. Bonjour Caroline, merci, bonjour à tous. Alors, pour vous faire patienter, nous avions lancé un sondage. Qu'est-ce qui vous amène parmi nous? Je vais fermer les votes et nous allons partager les résultats. Voilà, donc vous êtes une majorité, 43% à vouloir améliorer le télétravail dans votre structure et puis ensuite améliorer mon télétravail ou voir ce qui se passe sur le marché, un effet de curiosité. Nous vous remercions donc pour cette première réponse au sondage et nous allons pouvoir démarrer notre webconférence. Les clés du télétravailleur efficace et serein. Alors, très rapidement, pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Eh bien, le télétravail, c'est un enjeu majeur de la qualité de vie au travail. Et la qualité de vie au travail est, je dirais, une lame de fond de toutes nos actions chez Amplitude, puisque notre métier, c'est de générer confiance et agilité. En ce qui concerne la qualité de vie au travail, on peut être amené, et le télétravail en particulier, on peut être amené à intervenir en audit, en conseil, en évaluation des politiques QVT, également en formation pour l'ensemble des publics de l'entreprise, aussi bien les salariés que les managers, que les personnels de santé au travail, les RH et bien sûr la direction, des accompagnements individuels en coaching et des accompagnements collectifs, notamment au niveau d'ateliers, de collaboration et de co-développement. Alors, quel est notre programme aujourd'hui, Stéphanie? Eh bien, les enjeux du télétravail aujourd'hui, alors c'est vrai que bien évidemment le télétravail nous a été à un grand nombre d'entre nous imposé dans le cadre du Covid-19. D'ailleurs, je voulais vous dire qu'on a eu un petit problème technique, c'est pour ça que nous ne pouvons pas avec Stéphanie respecter les mesures. Nous l'aurions souhaité, mais voilà, on a eu un petit problème technique qui fait que nous sommes toutes les deux finalement assez proches l'une de l'autre. Voilà, les risques potentiels liés au télétravail et puis très vite on en arrivera comment contrecarrer ces risques et mettre en place les fameuses clés de réussite pour avoir un télétravail efficace et serein. Quelques solutions d'accompagnement et puis enfin nous répondrons avec grand plaisir aux questions que vous nous aurez posées via le chat. Voilà, donc quels sont les enjeux du télétravail aujourd'hui? Je pense que le télétravail, avant de parler de là où il en est aujourd'hui suite à cette période de première vague de Covid-19, c'est important de définir en quoi il est, je dirais, au cœur de la qualité de vie au travail et donc de la performance durable. La qualité de vie au travail, eh bien, elle a plusieurs facteurs et on sait que c'est une question de co-responsabilité. Le salarié est le premier acteur de sa qualité de vie au travail. Bien évidemment, il y a des éléments d'entreprise, des éléments managériaux et également de relations avec les collègues et puis des facteurs métiers d'organisation du travail notamment. Le télétravail, il peut très bien améliorer la qualité de vie au travail perçue. On l'a vu, il y a beaucoup de gens qui ont très bien vécu leur télétravail, même forcé, puisque ça peut nous permettre, sur le facteur individuel, eh bien, je dirais, d'avoir plus de temps de repos, de limiter les temps de transport, d'avoir plus de facilité à se concentrer, et puis d'avoir une meilleure régulation de notre équilibre vie pro-vie perso. Néanmoins, vous voyez apparaître là en bleu les principaux facteurs de risques psychosociaux selon le rapport Golac. Et le télétravail peut aussi finalement, s'il est mal prévenu, s'il est mal géré, s'il est mal organisé, également réduire ce champ de qualité de vie au travail perçu optimal. Notamment, les premiers facteurs de risques psychosociaux sont l'insécurité socio-économique et le conflit de valeurs. Eh bien, j'ai envie de dire que peut-être qu'en télétravail, on a un besoin de sens, un besoin de communication formelle de l'entreprise accru. Et il est tout à fait possible que eh bien, nous puissions avoir une insécurité renforcée et par les temps qui courent, une insécurité socio-économique encore plus renforcée.
Il peut y avoir bien sûr un besoin de présence managériale finalement encore plus présent, de liens, de relations. Et puis, on va voir que parfois, on s'interdit de peur de déranger les gens qui sont chez eux. Finalement, on a de moins en moins de relations réelles en télétravail. Donc, il peut y avoir un facteur de RPS là-dessus aussi. Le facteur métier, bien sûr, puisque peut-être que nos conditions d'organisation de notre télétravail ne sont pas bonnes. Il y a aussi le fait que parfois, les temps de réponse des clients, des fournisseurs, des collègues, sont plus longs et finalement ça rajoute de la difficulté dans l'exercice du métier. Et puis le risque lié au télétravail, c'est l'augmentation des exigences émotionnelles, puisque je peux avoir un déficit de motivation, je peux avoir finalement plus de difficultés à faire face aux exigences imposées par mes clients notamment. Donc, c'est à la fois quelque chose qui peut être extrêmement positif, le télétravail, et à la fois, il y a des facteurs de risque qu'il faut prévenir. Justement, Stéphanie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, notamment suite à cette première vague de Covid-19? Qu'est-ce qui se passe au sein des entreprises? Alors, effectivement, on l'a vu, hein, un très grand nombre d'entreprises a été contrainte d'imposer le télétravail à une partie de ses salariés, suite évidemment aux raisons sanitaires que nous connaissons. Et puis, une analyse récente de la DARES qui date de novembre 2019 montrait qu'avant cet épisode pandémique, à peu près 7% des salariés pratiquaient le télétravail. Lors du confinement, en avril 2020 par exemple, plus de 40% des salariés en Île-de-France étaient en télétravail. Donc on voit que effectivement ces chiffres ont complètement explosé et de nombreux salariés ont découvert le télétravail, d'autres ne le pratiquaient que de façon occasionnelle. Donc tout cela a complètement bouleversé les pratiques et ces pratiques ont été tellement bouleversées qu'aujourd'hui il y a une réflexion des entreprises quant à la généralisation du télétravail de façon un peu plus pérenne. Donc on a entendu les dirigeants de la Silicon Valley s'exprimer sur le sujet et effectivement exprimer leur volonté de maintenir ce télétravail dans les pratiques. Mais même en France, des grandes entreprises en parlent également. Et pour exemple, Xavier Chéreau, DRH de PSA, a engagé des échanges avec les partenaires sociaux pour mettre en place le télétravail de façon plus pérenne pour l'ensemble des salariés du secteur tertiaire de son entreprise. Donc on voit qu'il y a une vraie évolution. D'ailleurs, une enquête de l'Association nationale des DRH et du Boston Consulting Group, qui est très très récente, du mois dernier, juin 2020, montre qu'effectivement un très grand nombre de salariés, de DRH, donc cette enquête a été faite auprès de 500 DRH français. 85% d'entre eux indiquent que le développement du télétravail est souhaitable. Le même pourcentage quasiment exprime qu'il faut transformer l'organisation du travail. Et puis effectivement, on voit qu'il y a un changement dans la vision du télétravail, puisque 82% des DRH estiment aujourd'hui davantage de postes éligibles. En fait, on voit que des choses que l'on pensait infaisables, par l'expérience, ont été démontrées comme faisables. Donc il y a un vrai bouleversement, un vrai souhait de changement dans l'organisation de ce télétravail. Très bien. Donc, avant de penser à réorganiser le travail et à repenser le travail, je pense que c'est bien aussi qu'on s'intéresse sur l'état de la loi aujourd'hui, par rapport à ça. Oui, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors, effectivement, aujourd'hui, le télétravail est encadré par le Code du travail. Alors, tout a commencé par les accords nationaux interprofessionnels de 2005, qui ont ensuite été transposés en mars 2012 dans le Code du travail.
Et puis, les modalités de mise en place du télétravail ont été assouplies par la loi travail de 2018. Donc, le Code du travail précise que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être fait dans les locaux de l'entreprise est effectué par le salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les outils de la communication. Et effectivement, ce que l'on voit dans cette définition, c'est que le caractère volontaire du télétravail fait partie intégrante de cette définition. Donc ça, c'est un point essentiel. Le salarié doit être volontaire et d'ailleurs, même s'il a été volontaire, même s'il pratique le télétravail et qu'il souhaite reprendre un poste sans télétravail, il est prioritaire pour reprendre un poste sans télétravail dans l'entreprise qui correspond à ses qualifications et à ses compétences. Alors, il y a une exception que nous connaissons bien sûr, c'est en cas de force majeure, en cas de circonstances exceptionnelles, comme ce que nous avons vécu ces derniers mois. Donc, en dehors de ça, tout salarié peut demander très simplement à son entreprise de pratiquer le télétravail et c'est à l'employeur de motiver son refus avec évidemment des motifs très factuels. Dans le cadre légal, toujours, l'employeur se doit de mettre en place un entretien annuel dans lequel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail du salarié en télétravail. Et puis également, dans ce cadre légal, l'employeur doit informer le salarié en télétravail sur la restriction de l'usage des équipements et des outils informatiques et bien sûr le prévenir de toute sanction envisageable en cas de manquement à ces restrictions. Donc voilà pour le cadre légal. Le Code du travail prévoit également la mise en place d'accords collectifs ou de chartes élaborées par l'entreprise. Donc d'ailleurs, à ce propos, on a un sondage que... Voilà, qui vient de vous être lancé. Simplement pour pouvoir savoir si dans votre structure, dans votre entreprise, est-ce que des accords collectifs ont été mis en place. Donc ces accords collectifs doivent contenir un certain nombre de modalités sur la mise en place du télétravail, les conditions de passage, de retour dans l'entreprise, par exemple également la détermination des plages horaires durant lesquelles le télétravailleur est potentiellement joignable. Donc tout ça doit être mis en place par écrit dans les accords collectifs. Alors, je vais regarder ce que vous avez pu répondre ici. Hop. Au niveau de ces... Voilà, on va partager les résultats. Et donc, effectivement, voilà, vous êtes partagés, un tiers. Donc, un tiers d'entre vous sont dans une structure avec des accords collectifs, un tiers non et un tiers en cours. Donc, potentiellement 60%, 66% avec des accords collectifs d'entreprise. Alors, je pense qu'on peut rajouter par rapport à ça, peut-être vous le savez, mais peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, que les accords collectifs sur le télétravail ne sont pas du tout une obligation, qu'il peut y avoir un simple accord oral, sanctionné par une lettre, un mail, que ça peut se faire aussi dans un cadre moins formel qu'un accord collectif. Et puis, un autre point qui est intéressant, que moi je ne savais pas forcément, que Stéphanie nous a appris récemment, c'est que l'employeur peut ne pas fournir les équipements pour le télétravail. C'est-à-dire que il est possible, évidemment le salarié peut demander à ce qu'on lui fournisse des équipements particuliers, mais l'employeur peut ne pas y accéder. Je pense que c'est un point intéressant. Ça n'est pas dans le Code du travail aujourd'hui, c'est ce qui a été assoupli en 2018, mais pour autant, les accords collectifs peuvent prévoir une prise en charge partielle ou totale de ces coûts pour le télétravailleur. Tout à fait.
Alors évidemment, le salarié en télétravail a lui aussi des droits et des devoirs. Alors là, c'est très simple en fait, hein. Le salarié en télétravail a exactement les mêmes droits, les mêmes avantages sociaux et de fait les mêmes obligations que le salarié qui travaille dans les locaux de l'entreprise, hein. Donc c'est tout pareil. Alors, pourquoi télétravaille-t-on? Effectivement, hein, des bénéfices pour le salarié en télétravail, les bénéfices sont très nombreux, hein. Bien évidemment, s'affranchir des transports, que ce soit des transports en commun, en voiture ou autre, permet un gain de temps, un gain d'énergie et donc potentiellement un gain de sommeil, donc plus de repos. Et puis chez soi, on est moins sollicité par les collègues, il y a moins le bruit ambiant, donc on est plus au calme. Si on est plus au calme, ça facilite notre concentration, ce qui va renforcer notre efficacité. Et puis, le télétravail, c'est également une marque de confiance de la part de la hiérarchie et ça va nous permettre aussi d'optimiser nos capacités d'autonomie. Et puis, ça nous permet aussi une flexibilité dans notre organisation de la journée de travail. Et puis, bien sûr, hein, meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, hein, puisqu'on gagne du temps en s'affranchissant des transports, et bien, on peut passer plus de temps en famille, par exemple, et tous ces aspects contribuent à une meilleure qualité de vie pour le salarié en télétravail. Alors, pour l'entreprise, bien sûr, il y a également des bénéfices. Alors, déjà, le fait que la qualité de vie des salariés est augmentée est forcément un bénéfice pour l'entreprise. De nombreux bénéfices découlent de cette amélioration de la QVT, notamment effectivement l'optimisation de la performance, hein. Une étude de la Direction générale des entreprises a calculé un gain moyen de 22% de productivité pour ce télétravail. C'est également un gain de coût pour l'entreprise. Hein, déjà parce que un salarié qui va bien, un salarié qui se sent bien, c'est toujours un gain pour l'entreprise et puis ça génère moins de turnover, moins d'absentéisme. Et puis c'est aussi un impact très positif par rapport à l'image de l'entreprise, par rapport aux clients et puis également bien sûr hein, pour pouvoir recruter les meilleurs candidats du marché. Et puis alors là un gain pour tout le monde, réduction de l'empreinte carbone des entreprises qui va évidemment avoir un impact écologique fort et de fait renforcer l'image aussi de l'entreprise, hein. Donc tous ces aspects renforcent la croissance et la compétitivité des entreprises. Alors, pour autant, effectivement, on voit de nombreux bénéfices et pour le salarié et pour l'employeur. Malgré tout, le télétravail, ça se structure, ça se prépare, ça s'apprend. Et un télétravail mal préparé peut être néfaste pour le salarié en télétravail, hein, peut générer des risques psychosociaux importants. Voilà, donc voici les risques pour le télétravail. Je crois que tu veux nous parler en premier de la notion d'isolement. Tout à fait. L'isolement, effectivement, simplement parce qu'on est seul chez soi, bien évidemment, loin de ses collègues, on peut avoir un sentiment d'isolement. Et puis, ce sentiment d'isolement peut être renforcé si on rencontre des problèmes techniques, des difficultés. Et peut être renforcé également quand on revient dans l'entreprise, si on se rend compte qu'il s'est passé des choses et puis qu'on n'était pas là, on a manqué des choses. Voilà, il peut y avoir effectivement ce sentiment d'isolement présent, fortement présent lors de ces journées de télétravail. Les difficultés d'organisation, hein, ça c'est très important également. Lorsque l'on est au sein de l'entreprise, hein, on est embarqué dans la vie de l'entreprise, dans un rythme global qui structure un petit peu notre organisation. Là, on doit repenser son organisation. Eh bien, là encore, ça s'apprend. On peut éprouver des difficultés d'organisation pour séquencer sa journée de travail. Alors, tout ce qu'on a pu voir ici peut générer du stress, hein, évidemment. Le stress peut être aussi induit par des problèmes techniques. Et puis, il peut y avoir aussi de la
la peur de ne pas savoir faire, la peur de ne pas savoir organiser son travail, de ne pas savoir séquencer ses journées. Enfin voilà, de nombreux aspects peuvent générer du stress par rapport à cette mise en place du télétravail, surtout justement s'il est mis en place, s'il est entre guillemets mal préparé et mal mis en place. Et c'est ce qu'on a pu voir justement lors du confinement et de cet épisode pandémique, puisque malheureusement là, le télétravail a été mis en place en urgence et donc sans préparation, donc a généré également beaucoup de stress. Et on le sait, vous le savez certainement si vous êtes vous-même un manager ou des RH dans l'entreprise, les salariés français sont les plus engagés au travail, mais il y a une sorte de fusion avec le travail. Je me reconnais par le travail et il est vrai que c'est pas parce que je suis chez moi que je veux pas satisfaire mes clients, que je veux pas bien faire cette notion de travail bien fait qui est vraiment au cœur. D'ailleurs, la clinique du travail au CNAM travaille beaucoup sur cette notion de travail bien fait au cœur et ça peut être voilà le sentiment de ne pas bien faire son travail ou le moins de feedback pour savoir si je le fais bien, tout ça, ça peut être générateur de stress également. Tout à fait. Et ça rejoint effectivement cet autre risque, l'addiction au travail, le fait justement que l'on soit au calme, chez soi, bien concentré, on peut très bien ne pas se rendre compte qu'on allonge nos journées de travail et puis ce sentiment de vouloir bien faire aussi, fait que certains vont rallonger leur journée de travail, ne pas savoir déconnecter. Et puis d'autres vont avoir un effet inverse aussi, qui peut être les difficultés d'organisation, le sentiment d'isolement. Tout ça peut renforcer aussi une démotivation, un manque d'entrain. Et puis le fait de se retrouver dans un univers personnel, à faire des tâches qui sont professionnelles, c'est perturbant et ça peut aussi être source de démotivation. Donc il y a les deux aspects, démotivation et addiction au travail. Alors, l'hyperconnexion est effectivement un risque aussi. La multiplication des connexions, que ce soit par mail, par visio, par audio, et puis la multiplication aussi des groupes d'échange, effectivement fait que tout ça, ça peut compliquer le télétravail. On le sait, on est hyper sollicité et donc effectivement, là encore, des difficultés de déconnexion et un mélange entre cette vie professionnelle et cette vie personnelle. On en reparlera, mais le fait que cet univers professionnel envahit notre espace personnel peut être compliqué aussi par rapport à cette déconnexion. Alors, le niveau d'autonomie, on le sait, évidemment, c'est un équilibre à trouver, un équilibre qui n'est pas simple à trouver, c'est un échange avec son manager, bien sûr. Trop d'autonomie peut générer de la peur, et puis pas assez d'autonomie peut être extrêmement oppressant, extrêmement frustrant. Donc, il faut trouver ce niveau d'équilibre, et cet équilibre qu'on avait trouvé avec son manager est totalement bousculé en télétravail, et donc il faut repenser cet équilibre-là et être vigilant à le repenser en fait. Et puis on en a parlé, un des bénéfices du télétravail, c'est un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Malgré tout, il faut là encore être vigilant, puisque votre espace de travail va en quelque sorte envahir votre espace personnel, donc être vigilant justement à ces moments de déconnexion. Et puis si le télétravail justement s'intensifie, se déploie de façon plus générale, il est possible que l'on soit en télétravail en même temps qu'un conjoint ou qu'un autre membre du foyer. Et là encore, il faut repenser aussi cette organisation du télétravail, éventuellement à plusieurs en fait. Et on se rend compte qu'il y a un sujet, on l'a vu dans les entreprises qu'on a accompagnées d'ailleurs pendant cette période de la première vague du Covid, c'est que les entreprises cherchent à mettre en place un cadre qui permet à la fois de respecter les salariés, de respecter la loi, et notamment sur les horaires de travail, et de dire voilà, pas de connexion en dehors de certaines horaires bien précises, et parfois être d'ailleurs très cadrant ou recadrant par rapport à ces éléments-là. Et il y a des salariés qui se sont dit, mais moi, personnellement, je préférerais justement profiter de mon télétravail pour aller m'occuper de mes enfants de telle heure à telle heure et travailler de telle heure à telle heure plus tard. Et on voit
que finalement, de quelque chose qui se veut être à la fois protecteur, à la fois régulateur, et on se retrouve avec un facteur de risque, et on va voir que parmi les clés, il y a cette notion d'organisation individuelle et collective et cette notion de parole, d'expression, qui est absolument indispensable pour faire en sorte que le fin équilibre puisse être trouvé. Tout à fait, tout à fait. Et puis on a parlé de risques psychosociaux, hein, mais au-delà de ces risques psychosociaux, il y a aussi des risques pour la santé physique. Déjà parce qu'il faut bien penser l'ergonomie de son poste de travail, hein, donc la hauteur de l'écran peut générer des douleurs au niveau du cou. Si on est mal installé, on peut avoir des douleurs au niveau du dos. Donc effectivement, bien penser son poste de travail. Et puis bien sûr, par rapport à la santé, hein, la sédentarisation, évidemment, est un facteur de risque important par rapport à la santé. Bon, alors si on veut se redonner un petit peu de baume au cœur, parce que les personnes qui nous suivent sont venues aussi pour ça, pour avoir les clés, pour mieux s'organiser. Donc finalement, quelles sont les 3 grandes clés? Alors, les 3 grandes clés que l'on va aborder avec vous aujourd'hui, hein, l'organisation individuelle, l'organisation collective et puis la parole, hein, qui sera au cœur de ces clés de succès. Alors, l'organisation individuelle. Alors, l'organisation individuelle, ça se passe en 3 temps, on va dire. Donc déjà, se préparer en amont, et ça, c'est indispensable. C'est pas parce qu'on est un salarié expérimenté, qui a l'habitude de s'organiser, qui est plutôt autonome, compétent, que l'on va savoir faire, qu'on va avoir, je veux dire, les bonnes pratiques en télétravail simplement en claquant des doigts. On doit tous se préparer en amont. Donc se préparer en amont, déjà basiquement, ça va être de lire les accords collectifs s'il y en a, voir un petit peu tout ce qui est fait et tout ce qui est proposé par l'entreprise. Et puis évidemment, installer son poste de travail chez soi, voilà, préparer son télétravail, se préparer aussi en échangeant avec son manager, en échangeant avec ses collègues, on en parlera lorsque l'on parlera de la parole. Mais effectivement, une préparation et se dire, voilà, je vais faire du télétravail, qu'est-ce qui peut être pour moi les bonnes pratiques, hein. Donc ça, c'est effectivement très important. Et puis ensuite, on va petit à petit trouver son rythme. On doit s'autoriser un temps d'adaptation parce que, comme je le disais, ça n'est pas simple. On ne peut pas juste installer son ordinateur chez soi et se dire ça y est, je suis un télétravailleur. Il faut aussi s'autoriser un temps d'adaptation. Autoriser un temps d'adaptation à son cerveau, hein, qui va être perturbé par le simple fait qu'on va lui demander de réaliser des tâches professionnelles alors même qu'on est dans son salon. Donc c'est perturbant pour votre cerveau. Donc laissez-lui un temps d'adaptation, et ça n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à être plus efficace lors de vos premiers jours de télétravail qu'il faut se dire oh là là, c'est catastrophique, qu'est-ce qui se passe? Non. On s'autorise un temps d'adaptation, c'est tout à fait normal. Et puis, une fois qu'on a trouvé son rythme, en utilisant les clés que l'on va voir ensemble, eh bien, repenser son organisation régulièrement. Voilà, c'est pas parce qu'on a trouvé son rythme que voilà, c'est bon, c'est fait, on est sur des rails et qu'il faut appliquer les mêmes pratiques tout le temps. Repenser son organisation régulièrement, c'est se dire voilà, le poste de travail que j'ai installé, il était pratique et fonctionnel. Est-ce qu'il l'est toujours? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Et dans ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce que je peux faire évoluer pour que ça fonctionne mieux? Ça, c'est valable pour tout le temps, faire évoluer ses pratiques. Alors, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir trouvé au départ ou eu besoin d'une certaine routine et de se rendre compte qu'à terme, cette routine, alors qu'elle nous rassurait, eh bien, elle est plus facteur de démotivation et peut-être repenser de nouvelles routines à des heures différentes. Voilà. On ne va pas forcément avoir les mêmes besoins de façon pérenne, en fait, hein. Alors, les clés de succès dans cette organisation individuelle, hein, on va les prendre effectivement on va dire à peu près dans l'ordre, puisqu'effectivement on commence par l'aménagement d'un espace de travail dédié. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir une pièce dédiée avec un bureau magnifique, grand, etc., tout comme dans votre univers de l'entreprise, mais un espace dédié est indispensable. Donc, un espace dédié, ça peut être un coin du salon ou de votre salle de vie. Ça peut être installer une
une table de camping, effectivement, dans cette pièce-là. Mais effectivement, si vous pouvez avoir un espace dédié qui est reconnu comme l'espace où vous travaillez, c'est effectivement très important, là aussi, pour sa concentration, pour se dire, voilà, je suis là pour travailler. Si c'est un endroit où vous avez l'habitude de faire autre chose, des activités qui sont plus personnelles, ça va être plus compliqué. Donc, c'est bien d'avoir un espace dédié. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un espace dédié, parce que, bien sûr, on peut être contraint avec des logements qui peuvent être plus ou moins grands, que l'on partage avec d'autres également, et que vous travaillez, par exemple, sur votre salle, votre table où vous déjeunez ou vous dînez, il faut que vous transformiez cette table pour la journée comme étant votre espace dédié. Et ça n'est plus la table où on mange, c'est votre espace de travail. Donc, même si vous prenez le temps de poser des dossiers, de mettre des choses qui vont renforcer ce côté professionnel, et bien évidemment communiquer autour de vous avec vos proches que là, non, ça n'est plus la table pour manger, c'est votre bureau. Et puis, bien sûr, on a parlé de l'ergonomie de votre poste de travail. Donc, 2 points de vigilance importants par rapport à l'ergonomie de votre poste de travail. C'est bien ajuster la hauteur de l'écran de votre ordinateur pour ne pas vous casser le cou en regardant votre écran. Alors, il existe des rehausseurs vous pouvez acheter des rehausseurs tout prêts pour mettre des ordinateurs portables. Maintenant, on peut aussi se fabriquer son rehausseur avec des livres, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que ce soit évidemment stable et plan, mais effectivement, adapter la hauteur de son poste de travail est absolument indispensable. Et puis, par rapport à son dos, bien sûr, si on a un super fauteuil ergonomique, là c'est le top du top, mais évidemment c'est des installations qui coûtent très cher. Ce qu'il faut, c'est que même si vous êtes assis sur une chaise en bois, même si vous êtes assis sur un tabouret, c'est maintenir votre dos droit. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un dossier pour avoir le dos droit, c'est simplement rester vigilant au fait qu'on va avoir tendance à se courber et puis de temps en temps se dire, tiens, il faut que je me tienne droit. Et puis régulièrement, se redresser, en fait, tout simplement. Et puis se redresser, ça peut être aussi, comme l'image que l'on voit ici, travailler debout par moment. C'est aussi une bonne posture. Ça permet de changer aussi, de changer de rythme dans sa journée. Et puis si votre enfant, enfin votre ado, est parti en vacances ou qu'il est au collège ou au lycée, vous pouvez lui piquer son fauteuil de gamer. Ça marche très bien. Voilà. Alors, pour pouvoir se concentrer efficacement, on a vu que le calme de la journée de travail, le fait qu'on n'est pas sollicité par ses collègues, fait qu'on va se concentrer plus facilement. Malgré tout, pour pouvoir générer cette concentration plus efficace, il faut pouvoir rentrer dans sa vie professionnelle. Et en fait, on ne passe pas de sa vie personnelle à sa vie professionnel simplement en claquant des doigts. On ne se rend pas forcément compte au quotidien, mais en fait, les transports sont une vraie transition entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Quand on est dans les transports, il y a tout un tas de mécanismes dans son cerveau qui se mettent en place en disant, tiens, tu vas au travail, bientôt tu vas te mettre à travailler. Enfin, ça se fait très progressivement. Dans une journée de télétravail, si on est en train de petit déjeuner avec ses enfants et de rigoler avec eux et que la minute d'après, on se met à son ordinateur et on se dit, voilà, je vais démarrer, c'est pas possible en fait, il faut une transition. Cette transition, ça peut se faire par un rituel de début de journée, par une routine, et puis ça peut être de pratiquer une activité qui va être un peu intermédiaire entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, par exemple, ça peut être de prendre un café en regardant les posts d'un réseau social professionnel. Vous êtes, voilà, ou de lire un magazine professionnel, enfin un magazine qui est en relation avec votre vie professionnelle. C'est quelque chose un petit peu intermédiaire. Et si c'est un rituel en plus, ça peut vous permettre aussi de dire, voilà, c'est mon rituel de démarrage de journée. Ce rituel, ça peut être aussi de s'habiller, de mettre sa veste. Il est évidemment fortement conseillé de s'habiller dans sa journée de télétravail comme on s'habille pour aller en entreprise. Là encore, pour faciliter sa concentration et pour dire à son cerveau, voilà, je suis aujourd'hui, je commence une activité
professionnel. Et c'est très très important puisque, comme on le disait, votre cerveau va être perturbé par l'environnement personnel dans lequel vous vous trouvez. Donc il faut l'aider à lui dire que non, vous êtes là pour travailler et pour vous concentrer sur des tâches professionnelles. D'ailleurs, je connais beaucoup de gens qui étaient très heureux de rester en pyjama pour travailler les premiers temps de cette période de première vague de Covid-19, puis qui au bout d'un moment ont dit bon, je sens que je sombre, je ne sais pas, il y a quelque chose. Voilà. Donc c'est vrai que créer cette différence en s'habillant pour les femmes, en se maquillant, c'est vrai que c'est quelque chose qui également sur la durée peut nous permettre de bien vivre notre télétravail. Tout à fait. Hein. Et puis effectivement, des études scientifiques ont montré aussi que nos processus mentaux changent en fonction de la tenue que nous portons. Donc ça peut aider aussi, bien sûr, à se concentrer. Et puis séquencer sa journée, là, ça va être très, 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 très important. Il va falloir être beaucoup plus vigilant que quand vous êtes en entreprise par rapport au séquençage de votre journée. Dans l'entreprise, vous êtes impliqué dans la vie de l'entreprise qui va structurer vos journées. Vous pouvez faire des pauses en même temps que vos collègues, vous allez déjeuner en même temps que vous. Voilà, il y a toute une structure autour de vous qui vous aide à séquencer votre journée. Là, il va falloir séquencer cette journée tout seul. Et donc, effectivement, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et très vigilant par rapport aux pauses. Votre cerveau, votre corps a besoin de faire des pauses pour se régénérer, pour une bonne régénération physique, psychologique et intellectuelle. On a vraiment, vraiment besoin de faire des pauses. Les neurosciences aujourd'hui ont clairement démontré qu'il est nécessaire de faire une pause de 20 minutes toutes les 90 minutes. Les 90 minutes, c'est ce qu'on appelle le cycle ultradien. On a besoin de faire une pause de 20 minutes après 90 minutes de concentration sur une tâche professionnelle. Alors, lors de ces 90 minutes, on va même avoir besoin de micro-pauses. Idéalement, on va travailler par tranche de 25 minutes et faire des micro-pauses de 3 à 5 minutes toutes les 25 minutes. Et puis, au bout de 3 tranches de 25 minutes, là, on va avoir besoin d'une pause plus complète de 20 minutes, simplement déjà pour reposer ses yeux, bien sûr, et puis pour bouger, s'étirer, faire un tour, marcher, voilà, régénérer son corps, et puis voilà, pratiquer tout ce qui peut nous aider aussi à nous détacher justement de cette concentration intellectuelle. Dans notre module d'ailleurs sur les clés du télétravailleur efficace et serein, on rentre dans le détail des typologies de pauses qui sont les plus adaptées. Et puis donc, effectivement, tu viens d'en parler, Stéphanie, bouger, voir la lumière du jour. Voilà. Et effectivement, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment on le fait dans notre module sur les clés du télétravailleur efficace et serein. Donc voici devant vos yeux l'ensemble des clés de succès en termes d'organisation individuelle. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Alors, on voit apparaître juste le rituel de fin de journée. On a parlé du rituel de début de journée. Eh bien, le rituel de fin de journée, c'est pareil. C'est pour pouvoir profiter de façon plus sereine de sa vie personnelle. Il faut là encore faire une transition. Et puis là, ça va être simplement d'enlever sa veste, de remettre des vêtements un petit peu plus détente, et puis savoir se déconnecter. Ça, c'est un vrai sujet aussi, savoir se déconnecter, éteindre ses outils professionnels. Et si on a des outils qui sont à la fois professionnels et personnels, il va falloir s'autodiscipliner pour ne pas aller regarder ses emails ou ses messages professionnels. C'est très, très important. Alors, on le sait que effectivement, checker un mail, lancer son boîte mail ou ses réseaux sociaux d'entreprise ou ses groupes WhatsApp d'entreprise et répondre à une sollicitation, ça nous envoie une dose d'endorphine et on peut
assez vite être accro. Alors déjà qu'on est facilement accro pour tout ce qui nous arrive dans la vie personnelle, pour tout ce qui est réseau social, voilà. Donc on peut très très vite en rajouter. Si on n'a pas de sollicitation externe autre, on va se les auto-créer, et parce que effectivement cette dose de plaisir, on en a besoin, et au bout d'un moment effectivement, et ça on rentre dans le détail aussi dans notre module, sur le risque de perte de temps et d'énergie, et donc de fatigue supplémentaire qui est liée aux auto-interruptions. Très bien. Alors, sur l'organisation collective, donc on voit les 3 étapes de l'organisation collective. Je voulais, avant de te laisser rentrer dans ces 3 étapes, faire un petit point au niveau de l'organisation collective concernant tout ce qui est de l'ordre de l'extension de mission. Lorsque nous sommes très nombreux au sein de l'équipe à être en télétravail, alors soit tous en même temps, soit par intermittence les uns et les autres, ou je dirais où on se croise, on se décroise, ça peut être, on va le voir, plus compliqué d'organiser la valeur ajoutée des uns et des autres pour le collectif. N'hésitez pas, si vous êtes vous-même un salarié en télétravail, à proposer à votre manager des extensions de mission sur votre zone de plaisir, sur votre zone d'efficience, qui vont vous permettre d'apporter en continu une valeur ajoutée pour l'équipe et une valeur ajoutée pour vos clients. Je prends un exemple. Il y a des personnes qui, très spontanément et très naturellement, vont avoir une certaine rigueur, une certaine organisation. Peut-être que le télétravail aidant, on peut apporter quelque chose de supplémentaire sur ce plan-là. C'est le cas également pour tout ce qui est convivialité, pour tout ce qui est partage, pour tout ce qui est qualité de vie au travail. Voilà, ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur et pour lequel on peut apporter une plus-value, une extension de mission qui aurait été créée finalement à l'occasion de cette généralisation du télétravail. Ça peut être la veille. La veille sur ce qui se passe sur le marché. Voilà. Donc, si vous êtes... Alors, c'est sûr que si ça vient du manager, pour les managers ou les RH qui nous écoutent, c'est encore mieux parce que finalement, chacun va pouvoir s'organiser pour apporter sa pierre à l'édifice de façon bien imbriquée. Mais si vous êtes vous-même un salarié et que vous avez des envies particulières et que vous vous dites c'est comme ça que je vais pouvoir rester en lien, finalement un lien particulier avec l'équipe et aussi être reconnu par rapport à ça, parce qu'on sait que on va y voir, il faut éviter le loin des yeux, loin du cœur, hein. Donc voilà, de continuer à apporter sa pierre à l'édifice, c'est un point qui me semblait important de souligner. Tout à fait, oui, effectivement. Et puis, ça rejoint dans cette organisation collective que l'on a définie ici en 3 temps, le fait que, au départ, ça se définit ensemble, collectivement, c'est-à-dire effectivement comment on envisage de maintenir la continuité du travail collaboratif alors que une personne de l'équipe est en télétravail, voire plusieurs, hein, donc puisque effectivement on peut être amené à avoir des membres de l'équipe qui vont télétravailler à des jours différents. Donc voilà, comment on envisage l'organisation collective avec ce télétravail en tenant compte des journées de télétravail. Et puis un point essentiel aussi, hein, c'est qu'on l'a vu, quand on est en télétravail, on va avoir plus de facilité à se concentrer parce qu'on va être plus au calme et on peut avoir tendance à privilégier dans son organisation des tâches complexes pour lesquelles on est totalement autonome et que l'on dit ça je le réserve pour ma journée de télétravail, c'est très bien. Malgré tout, il faut assurer la continuité du travail collaboratif lorsque vous êtes en télétravail, simplement parce que comme on le disait, hein, peut-être que vous êtes en télétravail le lundi, une autre membre de l'équipe le mardi, etc. Et on ne peut pas attendre que tout le monde soit au bureau pour assurer la continuité du travail collectif. On sait qu'aujourd'hui dans les entreprises, il faut être très réactif et donc effectivement assurer la continuité du travail collaboratif est essentielle. Et puis, donc ça, on le verra dans les clés qui suivent. Et puis, bien sûr, là, de la même façon que pour l'organisation individuelle,
repenser l'organisation collective régulièrement. Donc régulièrement, en parler avec ses collègues, avec son manager, avec son équipe. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et qu'est-ce qu'on a envie de voir évoluer et comment. Alors par rapport à ces clés de succès, hein, bien sûr, utiliser des outils collaboratifs. Hein, il existe aujourd'hui de nombreux outils collaboratifs. Peu importe celui que vous choisissez, j'ai envie de dire, hein, ils ont tous des avantages, des inconvénients, des fonctionnalités diverses et variées. Ce qu'il faut, c'est bien sûr choisir le même que l'ensemble de l'équipe et de manière générale, hein, regarder si l'entreprise prévoit qu'un outil collaboratif soit utilisé. Et puis savoir l'utiliser aussi, hein, ça c'est important. On n'a pas tous les mêmes compétences et on n'a pas tous la même appétence, hein, pour ces outils collaboratifs. Donc voilà, s'il y a des fonctionnalités qu'on ne maîtrise pas bien, c'est important d'échanger avec des collègues qui maîtrisent mieux éventuellement, et puis de regarder tout ce qui peut être proposé pour se former aux outils collaboratifs, c'est indispensable. Et puis voilà, ces outils collaboratifs, c'est des outils qui permettent de partager des documents, des tableurs, des fichiers texte, des diaporamas. C'est des outils qui peuvent permettre également d'organiser des visioconférences et puis également de partager des tableaux blancs interactifs, hein, pour brainstormer par exemple sur des sujets en équipe. Hein. Donc c'est effectivement important de bien les choisir, en tout cas de les choisir collectivement et puis de savoir bien les utiliser. Malgré tout, il faut bien considérer ces outils collaboratifs comme un plus et ne pas négliger la communication, je dirais, autre, la communication plus classique, que ce soit par email, par téléphone ou autre, parce qu'effectivement, ces outils collaboratifs sont un plus, mais il ne faut pas restreindre sa communication avec ses collègues aux outils collaboratifs. Donc, les emails, ça veut dire soigner ses écrits. Hein, ça, on en parle aussi dans notre parcours. Hein, il y a une façon de faire pour pouvoir soigner ses écrits de manière très générale. Soyez très simple. Faites des phrases courtes, sujet, verbe, complément, point. Allez à l'essentiel. Et n'oubliez pas dans vos écrits que le ressenti ne passe pas, hein. Donc on n'a pas l'image, on n'a pas effectivement cette communication visuelle dans ces écrits, donc il faut être très précis dans ce que l'on écrit. Je voulais juste rajouter quelque chose, on l'a tous vécu, ce sentiment de ne pas s'autoriser les coups de fil. Oui, alors effectivement, tout à fait. Et donc, de fait de passer beaucoup plus par l'écrit, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être au bout d'un moment complètement contre-productif et aussi facteur de ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire la surinformation, le surpartage d'informations, parce qu'on finalement on oublie le téléphone, la visio, les échanges en one-to-one, finalement, et notamment les outils collaboratifs ont tendance à nous orienter vers ça. Et le téléphone est effectivement indispensable, c'est-à-dire que dans l'entreprise, parfois, on a une question à poser à son collègue, à son manager, on va dire, mais au fait, là, j'ai pas bien compris. Et là, on va avoir une question, on va se dire, je ne vais pas l'appeler pour ça, c'est juste un petit détail. Sauf que si, en fait. Alors, évidemment, hein, il ne faut pas non plus appeler vos collègues toutes les 10 minutes, mais il faut privilégier le téléphone. Si vous avez une petite question, voilà, on va appeler, on pose sa petite question, on en a pour 2 minutes, et ça vous fait gagner du temps dans votre journée, et ça vous fait gagner de la sérénité aussi, parce que voilà, si on n'ose pas téléphoner, on va rester avec ce détail, hein, qui est justement une source d'incompréhension, on ne sait pas trop, est-ce que je peux l'appeler pour ça? Donc effectivement, privilégier le téléphone. Et puis ça permet aussi, hein, s'il vous manque des informations, à un moment donné, si on se dit régulièrement je dois lui téléphoner parce qu'il manque des informations, ça veut dire qu'il faut peut-être repenser en amont les informations que l'on doit partager. Mais surtout, ne vous dites pas c'est pas assez important pour que je lui téléphone, ou je vais attendre d'avoir plusieurs choses à dire pour lui téléphone. Peut-être que, voilà, en 2 minutes, c'est fait et c'est très important. Et je pense que le tout est un peu imbriqué. Les outils collaboratifs, les écrits, le téléphone. On a accompagné certaines équipes là durant cette période de confinement sur cette notion de charte d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas parce que on doit utiliser les écrits, les téléphones, les outils collaboratifs qu'il n'y a pas des moments où on peut être déconnecté. Mais
tout ça, ça s'organise. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, quand je suis en télétravail, il y a des moments où je garde une partie de concentration ou de réflexion qui me semble hyper importante. Et à ce moment-là, effectivement, je vais organiser ces moments-là, notamment au travers de l'agenda partagé. Tout à fait, c'est ça. Partager son agenda avec ses collègues pour dire à quel moment je suis concentrée sur une tâche et que ce serait plutôt bien de ne pas me téléphoner justement et à quel moment je suis joignable parce qu'évidemment, c'est essentiel de pouvoir maintenir sa concentration. Et puis maintenir les liens, bien sûr, avec son équipe. Maintenir les liens, ça veut dire aussi simplement se téléphoner pour savoir si tout va bien, etc. Alors là, on est plus dans maintenir les liens quand le télétravail va être sur une longue durée. C'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, le télétravail peut être organisé dans des cas de force majeure, par exemple, et on peut imaginer, j'en sais rien, qu'il y ait une inondation autour de l'entreprise et qu'on va être en télétravail pendant une semaine, 15 jours. Là, il va être essentiel de mettre en place aussi des moments informels où on va appeler ses collègues juste pour discuter, pour savoir si ça va bien. Et ça, c'est évidemment essentiel aussi. Les fameux cafés WhatsApp. Exactement. Je n'oserais pas dire apéro Zoom parce qu'on ne consomme pas d'alcool au travail, mais enfin bon. Voilà. Alors, le dernier point qui est fondamental, on l'a vu d'ailleurs dans l'organisation individuelle et collective, l'accès à la parole, se donner le droit à la parole. Comme je le disais, il ne faudrait pas que loin des yeux, loin du cœur. Et pour être déjà en contact avec nous, la façon dont on vit les choses, le fait de les verbaliser, ça peut nous aider justement à être plus au contact de nos émotions et plus au contact de ce qui se passe pour nous. Et on l'a vu, le facteur individuel, la capacité à faire face aux exigences émotionnelles de notre travail, c'est un point très important. Donc, ce n'est pas parce que je suis loin que je ne peux pas parler. Alors, parler, quand on le fait exclusivement lors des Zooms collectifs ou lors des échanges collectifs, on ne le fait pas vraiment. On le fait, on essaie de faire comprendre. Mais oui, mais enfin bon, déjà que les autres sont loin, ils sont aussi dans leurs potentielles difficultés, déjà dans la vie de tous les jours, quand on se voit, on ne se comprend pas forcément, mais alors encore moins quand on est en télétravail. Donc il n'y a pas de faire comprendre. C'est le télétravailleur efficace et serein, c'est quelqu'un qui doit avoir assez de confiance en lui et en l'autre et travailler son assertivité pour exprimer les choses plutôt quand même, j'ai envie de dire, dans un premier temps, en one-to-one, et ensuite, quand les choses sont bien posées, réfléchies, et bien de pouvoir co-construire, co-travailler en équipe. Mais cet accès à la parole est absolument fondamental. D'ailleurs, les rédacteurs de l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail nous disent à quel point le fait que le salarié puisse s'exprimer sur son travail et être acteur de ce que c'est que le travail bien fait pour lui ou comment il vit les choses, c'est vraiment une lame de fond absolument indispensable pour bien vivre son télétravail. Alors, quelques solutions d'accompagnement avant qu'on en arrive à nos questions-réponses. On en a parlé, notre module en e-learning, les clés du télétravailleur efficace et serein. On a aussi des actions autour de gérer son temps et ses priorités. On a mis en place dans une grande entreprise de services des actions sur j'apprends à gérer mon stress et particulièrement au travers donc de classes virtuelles dans le cadre notamment du stress lié à cette pandémie. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'en voit pas tout de suite le bout. Il peut y avoir des actions soit en blended learning sur les notions de sphère de vie et l'équilibre vie pro, vie perso, des actions de formation sur comment manager à distance des salariés en télétravail, donc également en blended learning. Et puis, je vous en avais parlé au début de notre intervention, des outils d'audit et d'évaluation de la qualité de vie au travail, alors soit au sein d'une équipe, au sein d'une entité ou au sein d'une entreprise, avec des focus que l'on peut mettre spécifiquement dans le cadre du télétravail. Et tout ça, ça nous permet d'organiser au mieux les politiques de mise en place du télétravail avec des recommandations d'action absolument précises. Voilà, nous en arrivons aux questions-réponses. Oui. Donc, Stéphanie, je crois que tu as accès au chat. Oui. Alors, on va regarder. Voilà, ça se passe là. Alors, si vous avez des questions,
Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Pour le moment, on n'en voit pas apparaître. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, voilà, on vous laisse les noter. Voilà, on nous dit le chat n'est pas mal non plus. C'est vrai que le chat, c'est un bon outil, notamment dans le cadre des outils collaboratifs. Alors après, si là, il n'y a pas de questions qui vous viennent comme ça spontanément, on peut peut-être aussi lancer un petit sondage qui peut éventuellement générer des questions. Alors, ici. Il est en haut, voilà, c'est parti. Voilà, donc notre dernier sondage. Mais bien sûr, je continue à regarder si vous avez des questions. Ah, alors. De quelle manière un employeur peut-il surveiller son employé? Je pense que c'est ça la question. Oui. Alors, c'est intéressant. De quelle manière un employeur peut surveiller son employé? Le principe du télétravail, c'est la mise en place de la confiance. La confiance n'exclut pas la mise en place de règles. Donc, ces règles, elles doivent être mises en œuvre en amont. C'est-à-dire que l'idéal, c'est la co-construction de chartes, de règles au sein même des équipes. Une règle qui est valable pour une équipe de gestion des appels clients ne va peut-être pas être la même au sein d'une DSI, par exemple. Donc, il peut y avoir un cadre global lié au respect des horaires de travail et donc de la connexion notamment à tel et tel moment. Et puis, il peut y avoir des règles d'équipe qui disent que, eh bien, on a un agenda partagé et qu'on peut s'autoriser une déconnexion de X temps dans la journée, ce qui va rallonger le temps de nos horaires de travail, et que cette déconnexion, eh bien, on peut choisir à quel moment on la met en œuvre, mais tout ça, effectivement, dans la limite de la continuité de l'activité de l'équipe, bien sûr. Mais tout ça, les managers, nous, qu'on a accompagnés pendant cette période, on leur a dit à quel point c'était hyper important d'organiser les choses en co-construction avec l'équipe, en mettant en œuvre certaines règles, certains devoirs, mais en octroyant aussi certains droits. Donc, je pense qu'il y a le cadre général de l'entreprise et puis après, il y a des choses qui peuvent être mises en place spécifiquement dans chaque équipe. Tout à fait. Et puis, on l'a vu, effectivement, le télétravail, ça s'apprend pour le salarié en télétravail. Manager et c'est un des grands bénéfices aussi le déploiement de ce télétravail, c'est pour les entreprises le renouvellement des pratiques managériales. C'est essentiel, c'est aussi au cœur de ce télétravail parce que manager aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. Et ce télétravail va aussi permettre le dialogue social autour de ces renouvellements de pratiques managériales et c'est quelque chose d'essentiel. Oui, et tu as raison, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Je voulais également rajouter le fait que ce n'est pas simple pour le manager. Bien sûr. C'est une vraie, une vraie transformation, c'est une vraie perte. Et en fait, au lieu d'être sur le combien de temps tu es là, tu es connecté, tout ça et tout, peut-être de s'entendre sur une notion d'objectif. Qu'est-ce que j'attends de toi comme résultat final, qu'il soit, que ce soit un résultat quantitatif ou qualitatif, et finalement un petit peu de lâcher prise sur le comment tu vas l'atteindre. Je pense que, mais en même temps, il faut l'atteindre. Ou si tu ne l'atteins pas, il faut que je comprenne pourquoi et il faut que tu aies pu m'exprimer le pourquoi tu ne l'atteins pas et qu'on ait pu en discuter ensemble. D'accord? Je pense que, voilà, lâcher sur le comment, lâcher sur le combien pour se concentrer sur le quoi, pas uniquement quantitatif,
également qualitatif. Donc ça, c'est aussi je pense aussi des outils de mesure du qualitatif qu'on n'a peut-être pas forcément et qu'il faut aussi mettre en place à l'occasion du télétravail, comme des sondages de satisfaction clientèle, comme des feedbacks plus fréquents quand on a des clients internes au sein des équipes. Voilà, peut-être qu'à partir du moment où on va généraliser les actions de télétravail, peut-être créer de nouveaux outils de mesure de la qualité du travail des salariés. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous intrigue ou vous donne envie, voilà, qu'est-ce qui vous semble prioritaire pour optimiser vos pratiques de télétravail aujourd'hui? Donc Stéphanie, si tu veux bien partager. Effectivement, on voit apparaître en priorité dans ce que vous avez noté, la formation des managers, le management à distance, et on en parlait effectivement, puisque là on a beaucoup parlé des clés de bonnes pratiques pour le salarié en télétravail, mais effectivement, il y a aussi des clés de bonnes pratiques et il y a aussi des pratiques managériales à distance qui ne sont pas les mêmes que les pratiques managériales classiques. Donc ça prend aussi et c'est important effectivement, et ça va générer aussi bien sûr des télétravailleurs plus sereins et également plus efficaces. Donc effectivement tout ça est complémentaire. Et puis, vous parlez aussi d'outils collaboratifs, du bon choix et du bon usage des outils collaboratifs. C'est ce qui, pour vous, est ici prioritaire. Et puis, vous avez aussi noté la communication. Oui, la communication, on en parlait, la parole, se donner le droit à la parole, c'est essentiel. Très bien, écoutez, voilà, il est midi, pile. Nous avons été ravis de passer ce temps avec vous. Merci de vous être connectés, merci d'avoir échangé avec nous. Et puis, on se retrouve pour nos prochaines webconférences. Alors, à la rentrée, je pense, à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre. Et vous pouvez accéder tout de suite après ce webinaire à son replay. Vous allez recevoir un lien pour ce faire et également télécharger les diapos. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à tous. Au revoir. Très bel été à tous. Au revoir.